Lorsque les troupes nord-coréennes déferlent sur le sud, les trois quarts de l'armée sud-coréenne sont en permission. Ce qui n'empêche pas la presse communiste mondiale et Jean-Paul Sartre de dénoncer l'agression fantoche sud-coréenne à la solde de l'impérialisme yankee. Les documents publiés à la chute de l'URSS racontent comment Staline insistait pour que le Sud fasse figure d'agresseur. Kim Il-sung ne devait pas laisser aux Américains le temps de réagir, l'opinion publique occidentale devant les dissuader d'intervenir après coup. Séoul tombe en 3 jours, mais le reste du pays tient 3 mois et le boycott de l'ONU par les soviétiques permet de lever une armée qui sera la seule à ce jour engageant les Nations Unies dans une vraie guerre en tant que belligérant. Menée par les Américains, les troupes repoussent les Nord-Coréens, bientôt renforcés des Chinois et des aviateurs soviétiques. Les Américains sont alors accusés de larguer des bacilles de la peste sur les populations, à l'instar des Japonais en Chine. Ils démentent et demandent au CICR d'envoyer sur place une commission d'enquête. Pékin et Pyongyang refusent. Washington fait alors voter une résolution de l'ONU à laquelle Moscou, qui vient de récupérer son siège, oppose son veto. Mais Staline meurt brutalement et Moscou propose alors d'oublier les accusations et les projets d'enquête. Pékin est avisé que Moscou considère désormais avoir été mal informé, ce qui fâche définitivement Mao Tse-tung avec les successeurs de Staline. Le Kremlin annonce également à Kim Il-sung que les ouvriers soviétiques impliqués dans la fabrication de la soi-disant preuve d'emploi d'armes bactériologiques devront être sévèrement punis. En clair, les preuves humaines sont appelées à disparaître. Au Moyen-Orient, le KGB prend l'avantage sur la CIA. Les 2 tiers du monde arabe tombent dans l'escarcelle soviétique grâce à des officiers nationalistes ayant frayé avec l'idéologie nazie. Passé du côté soviétique de la force, le grand moufti Amin al-Husseini en est la cheville ouvrière. L'existence d'Israël cristallise les passions, mais la laïcité divise. La Syrie connaît 3 coups d'État en 1949. L'ancien colonel vichiste Al-Zaïm accepte de la CIA 300 000 réfugiés palestiniens et un projet de paix avec Israël. Il accorde le droit de vote aux femmes et ridiculise les religieux qui s'en plaignent. L'ex-premier ministre Nazem Qudsi, ancien étudiant genevois, lui reproche la dissolution du Parlement et appuie le coup d'État d'un second colonel qui rétablit les libertés et se rapproche des Anglais. Ce qui fâche un 3e colonel, fondateur du Parti social-nationaliste. Les Américains doublent la mise, offrant 400 millions de dollars, 10 milliards d'aujourd'hui, pour accueillir définitivement 500 000 Palestiniens sur les rives de l'Euphrate. L'idée permettrait une paix définitive avec Israël. Ce qui serait brader le droit au retour des Palestiniens, jugent le grand moufti et les fondateurs du parti Baas, Michel Aflaq et Salah Bitar. Le grand moufti fait même assassiner Abdallah, le roi de Jordanie jugé trop proche d'Israël. À Bagdad, Alain Dulles et la CIA rassemblent les États arabes autour d'un pacte anticommuniste. Le général Qassem, marxiste nationaliste, renverse alors le jeune roi d'Irak, exécuté avec sa famille. Le régent et son premier ministre sont dénudés et démembrés en place publique. Un baassiste de 22 ans, Saddam Hussein, tente alors d'assassiner le général Qassem au profit du colonel Aref, mais il échoue et s'enfuit en Syrie. Aref et le Baas irakien récupèrent cependant le pouvoir un peu plus tard et, comme en Syrie, nouent avec Moscou une alliance forte. À la tribune de l'ONU, le délégué philippin dénonce l'hypocrisie du discours soviétique. La conquête du Caucase n'est-elle pas contemporaine de celle de l'Algérie ? Écumant, Nikita Khrouchtchev l'interrompt en tapant sur son bureau d'une chaussure vindicative.
Le Maroc et la Tunisie ont accédé à l'indépendance dans le calme, sans ingérence soviétique. Au contraire de l'Algérie, où les soviétiques soutiennent le FLN nationaliste contre le MNA communiste, plus enclin à discuter avec la France. Soutenu par Moscou, le Baas syrien s'empare du pouvoir à Damas à plusieurs reprises les années suivantes, mais finit à chaque fois par organiser des élections, toujours remportées par l'ancien genevois Koutsi, qui joue la carte des libertés, du libéralisme et de l'apaisement. Jusqu'à ce qu'un autre baassiste, le capitaine de l'armée rouge Hafez al-Assad, supprime définitivement l'idée même d'élection et offre une base navale à Moscou qui vient d'être chassée d'Égypte à la mort de Nasser.